Oui, bonjour Sandra. Nous avons préparé un propos portant sur le rôle projeté de la société civile dans les mécanismes de traitement des plaintes et des réclamations. Alors, je vais couper, on va le ramener. Non. Allô? Allô? Alors moi, on m'entend pas. Coupé totalement. Oui, on a un petit souci. Allez-y, Joseph, vous pouvez parler. On règle rapidement. Ok, vous me recevez bien? Ok, à la suite de l'intervention de Lucie, qui a présenté le mécanisme de l'AFD, il était question pour moi... Alors, Joseph, votre micro est ouvert, vous pouvez parler maintenant. Vous m'entendez? Alors, Joseph, vous semblez avoir un petit problème de micro. Pouvez-vous communiquer avec nous dans la fenêtre de conversation pour nous indiquer ce qui ne fonctionne pas pour vous, qu'on puisse vous aider à résoudre le problème rapidement? Oui, Pendant que Joseph et Aurélie essayent de régler ces problèmes techniques, peut-être qu'on peut continuer un petit peu sur le fond et utiliser la présence de Lucie. Ce qui me semblait aussi intéressant sur cette transparence, alors c'est vrai que c'est le tout début et que donc ce processus existe depuis 2017, mais c'était le parallèle que j'y voyais avec notamment le processus qu'on appelle des circonstances spécifiques des points de contact nationaux de l'OCDE, donc un mécanisme de plainte de l'OCDE. Et c'est un mécanisme qui permet justement à toute communauté impactée, mais donc ONG comme syndicat aussi, de déposer une plainte devant un point de contact national qui est normalement établi auprès de chaque pays membre de l'OCDE. Et donc ce mécanisme varie vraiment d'un pays à l'autre, mais en France, donc le point de contact national français, qui est pourtant soi-disant un des plus avancés et transparents des points de contact nationaux, avait quand même des difficultés jusqu'à récemment à publier la liste des plaintes. Alors on continuera peut-être la réflexion justement sur le parallèle avec d'autres mécanismes de réclamation et de plainte. Allô? Donc Joseph, c'est à vous. Est-ce que je peux revenir, Anne? Joseph, c'est à vous alors. Ok, je dis après la brillante intervention de Lucie qui a présenté le mécanisme de l'AFD, je revenais juste pour parler du rôle projeté de la société civile dans les mécanismes de traitement des plaintes et des réclamations. Bon, parce que vous voyez, elle-même a dit tout à l'heure que dans le cadre de l'Independent Accountability Mechanism Network, il y a 19 membres, c'est-à-dire des bailleurs qui ont des mécanismes similaires à celui de l'AFD. Et du coup, c'est pas sûr que quand ils conçoivent leur mécanisme, ils donnent forcément une place à la société civile. C'est pour ça que jusqu'ici, je ne peux parler que d'un rôle projeté. Nous avons là le fil conducteur, je crois qu'on n'a que 7 diapositives. L'un qui va parler de l'objectif poursuivi, quelques éléments de contexte au Cameroun, parler un peu de notre travail autour du projet hydroélectrique de Lompanga, qui était aussi un projet où l'AFD a pris des pas importants en finançant par exemple le plan de gestion environnementale et sociale. Maintenant, revenir clairement dans le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de ces mécanismes, quel type de contributions sont attendues, en insistant sur les passerelles et les préalables, que ces passerelles soient effectives. Et en guise de conclusion, regardez un peu les opportunités et perspectives d'une implication réussie de la société civile. Je crois que je ferai une bonne économie du temps parce que
dans les simulations, je me suis rendu compte que je faisais moins de 15 minutes de présentation. Donc, ça sera entre 10 et 12 minutes de présentation. Alors, pourquoi cette communication? L'objectif poursuivi est de partager les éléments de contexte sur les projets d'envergure au Cameroun et les contraintes de leur mise en œuvre, relevées dans les expériences antérieures du RECODE et aussi de quelques organisations membres sur le terrain. Je rappelle que vous avez en ligne des organisations comme Terre et Développement, comme Dynamique mondiale et des jeunes et autres, qui sont des membres du RECODE, très actifs aussi, qui travaillent avec nous sur cette thématique-là. Le deuxième objectif, c'est énoncer le rôle clé projeté par le RECODE et les acteurs non étatiques dans la dynamique des mécanismes de réclamation, tant pour l'identification des impacts socio-environnementaux des entreprises que la saisine de ces mécanismes et aussi la prévention des risques ou la réparation des impacts. Au niveau du Cameroun, nous revenons rapidement sur notre fameuse vision 2035 et qui est accompagnée par un document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui est un peu ce qu'on avait appelé les sortes de DSRP de deuxième génération qui projette, c'est-à-dire qui estime que nous serons émergents, nous serons un pays émergent à l'horizon 2035. Et sur le terrain, cette ambition légitime pour l'émergence du Cameroun se traduit par une sorte de restructuration économique ambitieuse, marquée par la maturation des projets structurants, notamment des grands barrages. Je crois qu'à ce jour, il y en a au moins 5 qui sont projetés. L'intensification de l'exploitation minière et une forte demande en terre pour des plantations industrielles, c'est-à-dire pour cultiver la banane, le manioc, le thé et le tabac, entre autres. Il y a du sucre aussi, il y a aussi notre sucrerie qui est annoncée au niveau de l'Est. Et nous notons que cette diversification économique s'accompagne de mesures incitatives qui concernent les entreprises étrangères, notamment celles de l'Union européenne, de la Chine, des États-Unis, de la Grèce, de l'Égypte, de la Corée, du Liban et autres, qui se bousculent au niveau du Cameroun, soit pour mettre en œuvre ces projets comme prestataires, soit pour développer des activités économiques. Et nous nous rendons compte que bien que les droits de l'homme soient annoncés dans notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la législation nationale reste silencieuse sur le devoir de vigilance raisonnable, qui a été pourtant institué par les principes directeurs des Nations Unies, et que peut-être en bon élève de la France, on aurait aussi pu essayer de suivre le pas après que la France ait adopté sa loi sur le devoir de vigilance. Pour ce qui est du RECODE, nous avons mené une étude d'impact droits de l'homme. Beaucoup parlent du projet L'Homme Panga. Non, ce n'était pas seulement le projet L'Homme Panga. Il y avait 4 projets d'envergure qui ont été concernés par cette étude qui s'est menée entre septembre et décembre 2013 et qui a été rendu, dont le rapport a été rendu public en janvier 2014. Il s'agissait du projet du barrage hydroélectrique de L'Homme Panga, du projet d'exploitation du cobalt de Nkamuna, d'exploitation du fer de Mbalam et du diamant de Mobilon, tout dans la région de l'Est. L'objectif du projet, qui est un projet financé par l'Union européenne à travers le mécanisme PAS, le programme d'appui à la société civile, c'était de contribuer à la consolidation de l'état de droit, de la gouvernance et du respect des droits de l'homme au Cameroun en observant 6 droits sur ces sites. Le droit au travail décent est favorable, y compris le droit au logement décent. Et là-dessus, par exemple, au niveau du logement, il faut comprendre rapidement que sur le site du projet L'Homme Panga, il y avait une grosse discrimination. Il y avait ce qu'on appelait les bases vie ouvrières, qui étaient des sortes de baraques où 3 hommes vivaient dans la même chambre. 3 ouvriers devaient dormir dans la même chambre, de 3 mètres sur 3. Donc là, on a déjà là un élément qui est très perturbateur. Tandis que les cadres vivaient dans des cités où ils avaient droit à des appartements ou à des villas. Le droit au travail décent est favorable, y compris le droit à une alimentation adéquate, le droit à la santé, le droit à l'éducation et à un environnement sain et à un niveau de vie suffisant.
Et ici, nous insistons, nous avons beaucoup insisté sur le salaire que les ouvriers recevaient, mais aussi sur le niveau de vie des populations, par exemple de l'Ompanga qui ont été déplacées pour Wami, et celles de l'Homme 2 qui ont été déplacées, de Goyoum qui ont été déplacées à l'Homme 2. Nous avons collaboré avec les populations affectées par les projets et les administrations publiques, ainsi que l'entreprise responsable du projet qu'on a appelé EDC. Et nous avons identifié des impacts socio-environnementaux, des faiblesses du système de gestion des plaintes, de communication et de gestion préventive des conflits, qui se sont matérialisés par des connaissances insuffisantes des procédures, dont les populations ne savaient même, ne maîtrisaient pas les procédures pour faire monter les réclamations. Même si on s'est rendu compte quand même qu'entre janvier et juin 2013, il y avait environ 1262 plaintes, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gens qui pouvaient se plaindre, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre, parce qu'il fallait qu'ils trouvent des lettrés qui veuillent recopier. Parfois, on recopiait même tout simplement la plainte de l'autre, sans tenir compte vraiment du contenu et des problèmes qui devaient ressortir. Il y avait aussi des questions de mépris de la part des commissions qui descendaient sur le terrain, des menaces. On disait aux gens, bon écoutez, c'est le chef de l'État lui-même qui a inauguré ce projet, vous n'y pouvez rien, donc taisez-vous et laissez le projet passer, laissez vos petits problèmes là de côté. Il y avait des soupçons de corruption, et j'ai bien noté dans la communication de Lucie que les questions de corruption ne concernent pas le mécanisme de l'AFD. Il y avait la désinvolture, des gens qui vous disent nous travaillons uniquement le matin, et ils arrivent dans un village quand les populations sont allées au champ. Nous avons formulé des recommandations et continué le suivi de ces recommandations-là. Auprès, par exemple, du gouvernement, je n'ai que choisi quelques morceaux choisis. Renforcer le fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre, veiller au respect par les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre des cahiers de charges, à l'endroit de EDC, qui est l'entreprise responsable du projet, renforcer le mécanisme de médiation préventive des conflits, revoir le dispositif d'accueil et de traitement des plaintes, renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile. Parce qu'il faut rappeler que ça n'a pas été facile pour nous d'entrer à l'Ompanga, et pour preuve, après même que nous ayons publié le rapport, la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas pu entrer dans le site. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une délégation comprenant un avocat, membre de la commission, comprenant un parlementaire, membre de la commission, conduite par le secrétaire général, ils n'ont pas pu entrer sur le site. Donc c'est des problèmes de collaboration entre les entreprises qui sont sur le terrain, qui mènent des grands projets, et la société civile. Heureusement pour nous, étions passés par le cabinet du gouverneur, et ils avaient appelé, et puis nous avons pu accéder au site. À la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons recommandé qu'il veille au respect des droits de l'homme à toutes les étapes des grands projets, c'est-à-dire de la préparation du projet jusqu'à la mise en œuvre. Je crois que c'est en mettant en œuvre ces recommandations qu'ils ont été stoppés à l'entrée de l'Ompanga. À la CONAC, la Commission nationale anticorruption, nous avons proposé de mener des investigations sur les allégations de corruption, concevoir et mettre en œuvre des activités de lutte contre la corruption sur les sites des grands projets. Et je crois qu'il y a de cela 3 semaines, nous étions encore en discussion avec la CONAC pour voir le type d'activité qui peut être menée sur ces sites-là. Améliorer aux OSC, c'est-à-dire aux organisations de la société civile, améliorer leurs connaissances sur les grands projets, se mobiliser pour le respect des droits de l'homme dans la mise en œuvre des projets, notamment à travers la sensibilisation, l'accompagnement et la dénonciation. Et en plus de cela, nous avons essayé d'analyser ce qui peut être attendu de la société civile dans la mise en œuvre des mécanismes de réclamation. Nous avons pensé qu'il y avait des passerelles, comme la vulgarisation du mécanisme de l'AFD auprès des OST. C'est très important, et je me suis rendu compte aussi que avant ce webinaire, nous avons discuté avec des acteurs de la société civile qui ne connaissaient pas ce mécanisme et qui sont allés sur le site de l'AFD pour pouvoir rassembler ces éléments.
Il y a aussi une possibilité pour l'accompagnement des populations affectées par les projets, que nous appelons généralement PAPS, afin qu'elles puissent défendre leurs droits. Un dialogue permanent avec l'AFD et les entreprises impliquées pour remonter les plaintes et améliorer le processus. J'ai bien noté, en termes de perspective, que Lucie parlait de confronter le dispositif à la réalité et continuer à l'améliorer. Parce que vous allez souvent trouver des gens sur le terrain qui n'ont pas d'énergie électrique. Vous leur demandez d'aller sur votre site internet. Il leur faut parfois faire 200 km. Donc les ONG peuvent assurer ce genre de relais et autres. Mais si vous ne comptez que sur ce villageois, ce n'est pas souvent très évident. En termes de préalable, pour que ces passerelles soient utilisées à bon escient, nous pensons qu'il faut identifier au niveau du Cameroun les projets du portefeuille de l'AFD qui sont directement implémentés par le gouvernement et les entreprises qui sont soumises à la loi française sur le devoir de vigilance. Ça donne là une bonne fourchette d'acteurs avec qui on peut parler et de ces mécanismes et de la loi sur le devoir de vigilance, et permettant ainsi aux acteurs locaux de mieux comprendre les bénéfices qu'ils peuvent tirer de ces deux mécanismes qui existent. Il faut peut-être aussi que la perception par l'AFD évolue pour qu'elle puisse voir la société civile comme un acteur clé pour la mise en œuvre de son dispositif. Parce que jusqu'ici, quand nous regardons le dispositif, une ONG ne peut beaucoup plus intervenir que pour représenter une communauté ou un acteur. Or, s'il y a une opportunité plus ouverte qui permette qu'on puisse dialoguer ensemble déjà et voir de quels mécanismes, en fait, quelles stratégies peuvent être opérationnalisées pour que le mécanisme soit je veux dire que le mécanisme soit connu de ses bénéficiaires potentiels, ce serait encore mieux. Et la mise en place d'une véritable chaîne de valeur, donc, et ça c'est notre proposition autour du mécanisme de traitement des réclamations de l'AFD, qui permet de clarifier le rôle de la société civile, de l'identification des risques et impacts négatifs subis par les parties prenantes, jusqu'à la remédiation. Donc trouver dans cette chaîne de valeur-là le rôle qu'on pourra clairement assigner à la société civile. Au niveau des opportunités et des perspectives d'une implication réussie de la société civile, nous nous rendons compte que le mécanisme-là ne s'applique au projet de l'AFD. C'est vrai que c'est un mécanisme extrajudiciaire assez particulier parce qu'il s'aligne avec les principes directeurs de l'ONU sur les entreprises et les droits de l'homme et sur la loi française, qui est renforcée par la loi française sur le devoir de vigilance. Mais il y a plein d'autres mécanismes. Je crois que tout à l'heure, Lucie parlait de 19 qui sont là. Ce qui fait qu'au niveau du terrain, il y a un problème d'uniformité. Puisque ces mécanismes ne peuvent s'appliquer, d'abord ne sont pas uniformes, il y en a qui sont indépendants, il y en a qui sont internes, et ils ne peuvent s'appliquer que de façon fragmentaire parce qu'ils sont limités au projet où ces différents acteurs interviennent. Nous l'avons vécu quand nous suivons le projet de l'Ompanga et que nous sommes allés aussi suivre un autre barrage plus loin, celui de Menveleu. Nous nous sommes rendus compte par exemple que les procédures à Banque mondiale ne s'appliquaient pas à Menveleu. Donc au niveau du Cameroun, nous pensons qu'il serait intéressant de populariser le mécanisme de l'AFD auprès des OSC, d'identifier les projets du portefeuille de l'AFD ainsi que des entreprises soumises, comme je l'ai dit plus haut, et engager un dialogue avec ces acteurs, mener un plaidoyer auprès du MINEPAT, du MINJustice et du MINESA pour la préparation d'un avant-projet de loi mettant en place un mécanisme local qui permette d'internaliser cette pratique de mécanisme de réception des plaintes. Des gens pourront s'étonner que nous parlions de 3 ministères. C'est connu chez nous, il y a une forte juxtaposition des compétences qui fait que le MINEPAT se retrouve dans la coordination et puisse traiter de ces questions-là, que le ministère de la Justice aussi puisse être compétent sur certains pans de la question et le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat soit aussi compétent. Et si on pousse bien, même le ministère des Affaires sociales peut être utile
pour nous permettre d'atteindre ces autres ministères. Donc voilà globalement ce que nous avons préparé comme contribution du RECODE à ce webinaire, en nous disant que les questions qui seront posées ou qui ont déjà été posées pourront nous permettre davantage d'enrichir la compréhension des uns et des autres et de renchérir le débat. Anne, je crois que je suis à la fin de ma communication. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Beaucoup Joseph de cette présentation qui a essayé de justement faire le lien et montrer les passerelles entre les projets qui sont mis en place sur place au Cameroun et le lien avec l'AFD et le mécanisme d'alerte. On entend bien les difficultés qu'il y a justement sur le terrain et notamment, enfin, ce que je trouve extrêmement pertinent dans ce que vous avez dit, c'est le problème de la multiplicité des mécanismes et de la fragmentation justement des outils qui sont offerts aux communautés impactées, à elles de se débrouiller, de savoir quels mécanismes existent, comment les saisir, et sur certains projets, il peut y avoir du coup différents mécanismes et la difficulté de justement former la société civile à ces outils. Un point aussi que vous avez soulevé qui est intéressant, c'est de dire que c'est vrai que le mécanisme de l'AFD, Lucie le précisait, ne s'appuie pas aux questions de corruption. Or, souvent, c'est quand même des questions qui sont liées. Ça veut dire peut-être qu'on pourrait demander à Lucie qu'elle nous précise quel type du coup de mécanisme pourrait être utilisé dans ces cas-là. Et du coup que peut-être faire le lien avec la question de Joseph, comment on peut définir du coup ce que sont les questions sociales et environnementales et comment vous arrivez à dissocier la question de la fraude et de la corruption de ces questions-là. Et peut-être du coup, quel serait, alors je vais aussi voir, on n'a pas beaucoup de questions là sur la deuxième partie de l'intervention, mais comme tous les mécanismes extrajudiciaires, il n'y a pas de mécanisme de sanction. Donc tout à l'heure, j'avais commencé un peu le parallèle avec les principes directeurs de l'OCDE qui ont un mécanisme de plainte qui s'appelle les circonstances spécifiques, qui sont déposées devant les points de contact nationaux. La difficulté dans tous ces mécanismes, c'est que une fois qu'ils sont saisis, pour autant qu'ils soient efficaces, quels sont les moyens de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises? Dans le cas des principes directeurs de l'OCDE, quand par exemple le point de contact national de l'OCDE a dit que le groupe Bolloré, pour ce qui concerne ses activités au Cameroun, notamment à travers le dossier Socapan, qui est une plainte que nous avons Sherpa déposée dès 2010, n'avait pas respecté certains principes directeurs, notamment en matière de droits de l'homme, quid de cette décision? C'est-à-dire que quelques années après, le groupe n'a toujours pas bougé sur le sujet parce qu'il n'y a aucun mécanisme de contrainte qui est adossé au principe directeur de l'OCDE. Donc voilà, qu'est-ce qui peut être fait dans les différents projets sur place? Et une des questions un des points soulevés par Joseph, c'est comment identifier les projets justement au Cameroun qui seraient financés par l'AFD? Est-ce que cette liste est déjà, j'imagine, établie? Et comment la faire connaître aux populations impactées? Et enfin, peut-être dernier point, justement, c'est sur la question du champ d'application du mécanisme, puisque Joseph montrait bien la difficulté, c'est-à-dire que les personnes physiques impactées sont souvent peu informés, peu formés aussi à l'utilisation du mécanisme. Or, vous sortez de la possibilité justement d'utiliser le mécanisme des ONG qui accompagnent ces communautés. Et Joseph l'a soulevé, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'envisager un élargissement du champ d'application de ce mécanisme pour permettre aux ONG qui représentent par exemple des communautés, mais pas forcément impactées par le projet de l'AFD, mais les questions de droits de l'homme ou environnementales au niveau du pays, de pouvoir utiliser le mécanisme.
Et je vois alors il y a une question aussi de Mekinda Sylvain-Thierry qui pose la question suivante. Au-delà des recommandations faites, avez-vous un cas de succès d'une réclamation que vous pouvez partager avec nous? Donc ça, peut-être on la donnera en conclusion. Et voilà, pour essayer de faire les liens entre quelles sont les définitions des personnes affectées, pourquoi avoir sorti les ONG qui travaillent sur les droits de l'homme et l'environnement, de la possibilité de déposer justement, d'utiliser le mécanisme, et quel mode de sanction ou de pression vous pourriez faire, par exemple dans le cas donné par Joseph, sur l'impossibilité d'accéder au site. Quels seraient les recours possibles et les pressions que pourrait utiliser l'AFD pour permettre justement un meilleur dialogue avec, entre les entreprises locales et les communautés impactées. Je commence par prendre la parole alors, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'éléments qui pourront être aussi pris en compte par Joseph, qui semble avoir une expérience assez longue. Hein. Comme je disais, nous on a 1 an d'expérience sur le sujet, donc on n'a pas encore une longue liste de réclamations traitées. Alors peut-être le premier point sur le rôle des ONG, qui on en est tous d'accord ici à l'AFD, est très important, et c'est ce que je disais, vous êtes des relais vraiment aussi entre les projets et les maîtrises d'ouvrage, les financeurs comme l'AFD, et puis les populations qui sont sur place, bénéficiaires des projets, mais aussi parfois qui subissent des impacts qui peuvent être négatifs. Donc ce rôle de relais est fondamental, c'est un maillon fondamental, et nous on est aussi ouvert à toute proposition que vous pourriez faire sur la façon de mieux jouer ce rôle de relais. On est bien conscient, mais on n'a pas trouvé la formule magique pour porter l'information à toutes les populations qui peuvent être touchées d'une façon ou d'une autre par un projet, de porter l'information de l'existence de ce dispositif. Bien sûr, juste en le mentionner sur notre site internet n'est pas satisfaisant, on est tous d'accord. Mais voilà, on s'appuie nous sur les agences qui sont dans les pays, on essaye de diffuser l'information comme on le fait aujourd'hui auprès des organisations de la société civile. Et puis tous les autres bailleurs qui ont mis en place ce genre de dispositif depuis plus d'années que nous ont dit qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire, et que les 2 premières années sont parfois un peu difficiles, et qu'après le bouche à oreille fonctionne plus, qu'à force d'en parler dans différents cercles, la connaissance s'élargit. Et donc voilà, on est forcément un petit peu dans ce creux-là du démarrage, mais on multiplie les efforts en tout cas pour renforcer cette communication. Alors sur les ONG qui sont sorties du champ de l'application du dispositif, c'est vrai que c'est pas aussi exact. On dit bien que les ONG qui représentent des populations locales peuvent porter la réclamation et jouer ce rôle d'intermédiaire. Après, là où vous voyez bien que l'AFD, en fait, dans ce dispositif, met en exergue les responsabilités qu'elle prend en finançant des projets. Donc il faut que ce soit aussi sur des sujets qui sont capables d'interroger cette responsabilité, et quand c'est sur des impacts nationaux, des sujets nationaux qui n'impliquent pas l'AFD, il est très difficile de voir en quoi le mécanisme de l'AFD pourrait être saisi. Donc il y a toujours ce lien en fait nécessaire avec les projets de l'AFD, en tout cas. Et puis j'ajouterais que pour ce qui est d'élargir en fait et d'aller au-delà des simples, qui sont pas simples, hein, mais des impacts environnementaux et sociaux des projets, l'AFD a aussi de plus en plus, et met de plus en plus l'accent
sur le dialogue stratégique qu'elle développe avec la société civile. Et c'est aussi par ce biais-là qu'on peut aborder des sujets et des enjeux plus larges du bien fondé de telle ou telle action, au-delà des impacts environnementaux et sociaux, donc dans tel pays. Donc c'est peut-être plus par un dialogue vraiment que l'AFD essaie de développer en confiance avec un nombre vraiment croissant d'organisations de la société civile, qu'on pourrait voir comment avoir cette influence sur des projets et des enjeux plus larges en fait, plus stratégiques et plus politiques peut-être liés à son action, que l'entrée par les impacts environnementaux et sociaux des projets qui là sont vraiment le canal en fait de ce dispositif. Si ça répond un peu à votre question. La liste des projets AFD, elle est disponible sur le site. En tout cas, l'AFD un effort de transparence en publiant un portail qui s'appelle Open Data, que vous pourrez trouver à partir de la page d'accueil du site de l'AFD pour avoir plus d'informations sur les projets financés. On va laisser un peu la parole à Joseph qui a demandé à intervenir. Donc nous, on va couper notre micro et Joseph, c'est à vous, vous pouvez parler. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircies ici. En fait, je voulais revenir rapidement sur des aspects. Je crois qu'on parle au-delà des recommandations, la question de notre ami Mekinda Sylvain Thierry, qui dit au-delà des recommandations faites, avez-vous un cas de succès d'une réclamation que vous pouvez partager avec nous? Oui, je crois qu'il y en a du côté du recours. Pour ceux qui ont suivi l'actualité entre 2013 et 2015 autour du projet du barrage hydroélectrique Lompanga, nous avons fait fonctionner certaines de nos recommandations. Par exemple, pour améliorer la collaboration entre EDC et la société civile, nous avons été appelés par le directeur général de EDC, avec qui nous avons discuté, et nous lui avons proposé de mettre en place une plateforme et dans laquelle le RECODE n'a pas voulu jouer un rôle prépondérant. Nous sommes rapporteurs, à l'intérieur il y a deux thématiques, il y a le suivi indépendant et il y a l'accompagnement. Et nous sommes simples rapporteurs au niveau du suivi indépendant. Nous avons encouragé Alors, je ne sais pas si c'est encore uniquement de notre côté ou si les autres participants m'entendent. Alors, Joseph, vous êtes de retour? et depuis... Allô? Oui, ça y est, on vous entend. Vous pouvez parler à nouveau. Oui, et puis quand on parle de les cas de corruption, en fait, il y a des corruptions très subtiles. Sur le terrain, par exemple, les paiements pour les gens ne devraient pas... en fait, des paiements de plus de 250 000 ne devraient pas se faire en nature. Mais il y a des paiements même de 5 millions et plus qui se sont faits en nature. Donc c'est là où c'est des choses qui font éveiller des soupçons de corruption. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu des microfinances créées dans la zone pour faciliter ces opérations. Et des agents préféraient violer la loi pour faire des gros paiements aux populations. Donc il y a des corruptions très subtiles qui restent toujours, selon moi, ma foi, dans les aspects sociaux de la question. Nous avons aussi la question 11 qui nous a été adressée. Les droits. Joseph, je crois que le son est encore coupé. Alors, Joseph est parti pour le moment. Je pense qu'il a des petits problèmes de connexion. Ah, le voilà de retour. Joseph? Alors, en attendant que Joseph se reconnecte, on va peut-être relaisser la parole donc, à Sandra Cossard qui va commencer
la conclusion et peut-être poser une dernière question à Lucie, en attendant que Joseph se reconnecte et qu'il puisse terminer un petit peu ce qu'il voulait nous dire. Je vais relaisser la parole à nos deux intervenantes, enfin à Sandra Cossard qui est modératrice et Lucie Guillet qui est intervenante pour les conclusions et dernières questions. Oui, alors Joseph, non, Joseph, vous êtes de nouveau avec nous, Joseph? Ah, allez-y, on vous écoute. Oui, en fait, j'étais en train de terminer pour dire que pour nous, le simple fait qu'il y ait des écoles au Cameroun, le simple fait qu'il y ait des hôpitaux construits par l'État et autres, ça veut dire qu'il y a des droits qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que nous n'avons pas une vision biaisée des droits de l'homme. Donc, on peut critiquer certains aspects comme peut-être ces jours-ci des questions sur la liberté publique. Il est difficile d'organiser des réunions d'une certaine envergure, mais les droits de l'homme sont appliqués chez nous et comme un peu partout, je pense qu'il nécessite juste des améliorations. Donc voilà les petites contributions que je voulais faire, mais en me disant que on ne pourra jamais tout dire le temps d'un webinaire. Nous pensons que le webinaire a permis d'ouvrir un chantier, d'ouvrir un débat sur une question. Nous pouvons là pour continuer avec l'AFD, avec toutes les autres OSC qui sont intéressés par ces questions-là et continuer justement dans le cadre d'un chantier qui peut permettre une meilleure appropriation de ces différents mécanismes et aussi le plaidoyer que nous avons annoncé vis-à-vis des pouvoirs publics. D'accord, merci beaucoup Joseph et merci Lucie pour ces interventions. Je regarde s'il y a des questions qui ont été posées depuis. Moi, ce que je trouvais du coup très, très intéressant et pertinent, à la fois c'est vrai par rapport à la mise en place d'outils Alors, je continue. Ce que je trouvais intéressant justement dans cette perspective système de réclamation AFD Cameroun, c'est que ça montre bien justement la prise de conscience grandissante à la fois des acteurs institutionnels, mais aussi de la société civile, de la nécessité de justement pouvoir remédier aux violations des droits de l'homme, qu'elles soient commises directement par des entreprises ou à travers justement ces entreprises par des acteurs qui financent des grands projets, notamment d'infrastructures. Et la prise de conscience par l'AFD et la mise en place de ce mécanisme dont on peut souligner, en tout cas sur le papier, après en effet il faudra voir comment ça se décline dans la pratique, la question, enfin l'importance qui est accordée à la question de l'indépendance, et notamment l'indépendance des experts. Ça, je note que c'est un point, par exemple, que nous, société civile, nous demandons au point de contact national, notamment français, qui, lui, pour l'instant, est encore logé au ministère de l'économie. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui sont censés justement travailler pour les entreprises françaises d'à la fois défendre les couleurs de la France et la diplomatie dite économique et les droits de l'homme, ce qui est un petit peu contradictoire. Là, le fait d'avoir des experts indépendants peut permettre justement d'avoir un regard neuf et détaché des problématiques. Après, il faudra voir comment l'AFD définit l'indépendance. Sur la question de la publication aussi, je trouve ça intéressant qu'il y ait une vraie transparence, c'est-à-dire notamment de publier la liste de réclamations et des rapports, encore une fois en parallèle avec le point de contact national de l'OCDE. Quand nous avions déposé notre plainte contre le groupe Bolloré, notamment, et Socfin, sa filiale au Cameroun, pour ses activités au Cameroun, à travers la Socapalm, le fait d'avoir, nous, mentionné qu'on allait utiliser ce mécanisme de plainte, ça nous a valu une plainte en diffamation du groupe Bolloré.
On aurait économisé justement cette plainte en diffamation si le mécanisme de l'OCDE avait permis justement cette transparence, et ce n'était pas du tout le cas, parce que le mécanisme, soi-disant, travaille beaucoup autour de la médiation, mais de la confidentialité. Or, cette question de la confidentialité, un petit peu parallèle à la question de l'anonymisation des victimes, enfin, ou des personnes affectées, est un vrai sujet parce que c'est aussi le moteur, en fait, des acteurs de la société civile qui ont pratiquement comme seul moyen d'attirer l'attention. Et si vous leur coupez ce moyen d'attirer l'attention parce qu'ils n'ont pas le droit de communiquer, à ce moment-là, vous brisez vraiment l'échange et la médiation. Donc le fait de publier toutes les listes de réclamations, je trouve ça particulièrement louable. Et enfin, peut-être on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder la question justement de quelles sanctions possibles, puisqu'il s'agit d'un mécanisme de droit à nous, ou disons sans contrainte, un mécanisme extrajudiciaire. Ça veut dire qu'une fois que malgré toutes ces précautions d'indépendance, de publication, quels sont les vrais pouvoirs de l'AFD sur ces projets-là? Est-ce que l'AFD peut en effet considérer que s'il y a violation, et de quelles normes? Est-ce que ce sont des normes locales, internationales? Quelles normes internationales, quels standards internationaux sont reconnus? Quels sont les pouvoirs de sanction de l'AFD? Ce sera intéressant de regarder. Et peut-être, évidemment, pour conclure, c'est que comme tout mécanisme, ce qui fera sa légitimité, c'est le fait qu'il sera utilisé ou pas, et sa confrontation avec la réalité. Donc pour ça, en effet, c'est de permettre la formation de la société civile pour qu'elle puisse utiliser ce mécanisme, et que potentiellement élargir justement la question des personnes qui peuvent saisir le mécanisme, parce que sur alors je ne sais pas si j'ai bien compris, par exemple, donc une association de droits de l'homme comme le RECOM pourrait, même si elle n'est pas directement impactée par le projet, mais parce qu'elle travaille sur les droits de l'homme et l'environnement, pourrait utiliser un mécanisme de plainte a priori pour l'AFD.